Jungle. Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur la radio qui mouille le maillot. Voici justement ce dont on va parler cet après-midi. La guerre déclarée à la pandémie du Covid-19 par les autorités du Togo ne faiblit pas, même si des cas positifs continuent d'être enregistrés. Les chiffres, les efforts, les phénomènes sociaux liés à cette pandémie. Nous passons en revue toutes les infos concernant le sujet avec notre invité en studio, le docteur Pamayo Awili, responsable du CMS Djidjoli. Anas PM est à la mise en onde. La vidéo de l'émission porte la signature d'Elomadovon. Moi, c'est Angelo Folikwe. L'essentiel que vous êtes en droit de savoir sur votre radio. Bienvenue. Et oui, justement, ce phénomène, cette pandémie, elle existe réellement. Certains pensent encore que c'est du pipeau, que ça n'existe pas. Le temps, justement, d'accueillir notre invité, Dr Pamayo Awili. Bonjour, comment vous portez-vous? Bonjour, monsieur Angelo, je vais bien et vous? Ça va bien et la journée? Ça a été. Justement, on va toujours parler de la pandémie liée au coronavirus. Certains pensent toujours que c'est du bluff, ce n'est pas une réalité. Puisqu'il n'y a pas forcément des morts dans leur famille. Qu'est-ce que vous en dites, docteur? On ne peut que leur dire que la maladie à coronavirus est bel et bien une réalité. Ce n'est pas du bluff, comme vous le dites. Et elle est toujours en cours dans notre pays, le Togo. À la date d'hier, 11 juin 2020, nous avons totalisé 524 cas confirmés, dont 240 actifs, 271 guérisons et malheureusement, nous avons déploré 13 décès depuis le début de la pandémie. Donc, la maladie à coronavirus n'est pas du bluff, elle existe, une réalité. Réellement. En témoignent ces chiffres-là. On jette un coup d'œil aux tests. On a aujourd'hui plus de 24 000 tests. Le meilleur scénario, le meilleur processus pour arriver à bout, petit à petit, de façon progressive, de cette maladie-là? La réalisation des tests. Exact. Le meilleur processus pour arriver à sortir les cas confirmés et après les traiter, ainsi de suite? Le meilleur processus, l'une chose, c'est d'arriver à diagnostiquer, à dépister un grand nombre pour pouvoir avoir les cas. Parce que si vous ne le faites pas, les cas seront toujours là en train de circuler un peu dans nos maisons, dans nos rues. Mais si nous arrivons quand même à faire un dépistage et à avoir ces cas, on peut dire que c'est déjà salutaire parce que ces cas-là seront mis dans les centres de prise en charge et ils bénéficieront des traitements et nous pouvons avoir beaucoup de cas guéris comme le demande déjà la tendance qui s'est inversée avec plus de guérisons que de cas actifs. Exact. Donc avec ce protocole qui a été mis, je pense que nous pouvons quand même arriver au bout. Arriver à dépister davantage, même si on le dit que nous devons apprendre à vivre avec cette maladie qui risque de tendre vers une endémie, il sera toujours là, mais nous allons continuer encore à dépister pour mieux traiter les gens et pour que nous puissions avoir beaucoup de cas guéris. Aujourd'hui, quand on parle de votre cas personnellement, est-ce que ça a changé votre quotidien, l'apparition de ce virus? Le quotidien a changé aussi bien à la maison qu'au niveau de nos formations sanitaires. Le quotidien a bien changé. Les sorties à la maison ont été limitées et on est plus confiné entre griffes, même si on sort pour faire quelques achats nécessaires et on ne traîne plus dans les rues comme d'antan. Le quotidien a bel et bien changé. Les visites aussi à la maison ont été réduites ou bien on voit dans chaque maison les dispositifs de lavage des mains qui sont instaurés. Et maintenant, au niveau des centres également, le trait du malade qui est imposé. Le patient vient, il lave les mains et il doit porter obligatoirement un masque avant d'avoir accès au centre. Il doit se passer par le poste de tri avant maintenant de rentrer dans la salle de consultation. Donc, c'est un système qui n'était pas mis en place et maintenant, nous le soumettons à tout patient ou à toute personne qui a accès au centre. Vous êtes la principale du centre médico-social de Djidjoli. On parlait tout à l'heure du quotidien qui a suffisamment changé. Alors, dites-nous, est-ce que chaque jour, vous avez des cas urgents? Comment vous arrivez à traiter les cas urgents en dehors du Covid-19? Est-ce que ça existe? Les crises de palu, des crises d'asthme, etc., etc. Ça existe. Si
c'est de ce côté-là, ça n'a pas changé parce que les pathologies que nous rencontrons dans le temps sont toujours là et nous les rencontrons également au même titre que, nous essayons aussi au cours de nos consultations de pouvoir rechercher les signes d'alerte de ce Covid-19 parce que si nous ne demandons pas aujourd'hui, toute personne a peur de tousser. Il ne viendra pas vous dire que non, que docteur, je tousse, à moins que ce ne soit très grave. Mais si vous le demandez, même que vous toussez, c'est comme si vous implorez une malédiction sur elle. Non. Si vous toussez, la personne devait être en mesure de vous dire que non, je tousse, docteur, je tousse. Et maintenant, comme ils n'arrivent pas à le dire d'eux-mêmes, nous essayons de les amener à pouvoir nous dire si effectivement ils toussent ou pas. Pas uniquement la toux, mais nous recherchons les signes d'alerte de la maladie à coronavirus. Voilà. C'est-à-dire les températures élevées. La température élevée, elle est déjà, on prend la température avec le thermoflash au niveau du poste de tri. Donc, dès là-bas, on peut savoir si la personne fait la fièvre ou pas. Mais quand bien même que le thermoflash n'affiche pas qu'il y a une fièvre, nous demandons à la personne, est-ce que dans les jours passés, vous avez eu à faire la fièvre, sûrement qu'il a peut-être pris un antipyrétique avant d'arriver et nous n'avons pas diagnostiqué cette fièvre. On lui demande, est-ce qu'il a eu à faire la fièvre à la maison avant de venir? Si oui, est-ce que vous avez eu à voyager pendant ces temps-ci, ces deux dernières semaines? S'il nous dit oui, est-ce que vous toussez? Si oui, on voit que les signes de COVID-19 ou bien les critères de suspicion d'un cas suspect, de définition d'un cas suspect sont rassemblés. Alors nous prenons les mesures qui sont demandées en cas de... Allez-y. En cas de présence d'un cas suspect dans le centre, notamment l'isolement et l'appel de l'équipe d'intervention rapide pour faire le test. On sait très bien que cette pandémie, depuis qu'elle est apparue, il y a une psychose qui justement emballe tout le monde. Vous pensez qu'aujourd'hui, la fréquence des visites dans vos centres a-t-elle diminué ou elle est beaucoup plus régulière? Vous voulez parler des consultations? Exactement, docteur. Oui, au début, ça a diminué, mais maintenant, ça reprend petit à petit. Parce qu'ils ont toujours besoin de nos services. Ah oui. Et nous les attendons aussi pour les servir. À part le fait que ça existe, ça existe réellement. Quand on voit les chiffres. Alors, on va parler des cas guéris. Vous avez tout à l'heure touché du doigt la tendance, le graphique, 271 personnes guéries par rapport à 240 cas actifs. Alors, dites-nous, est-ce qu'il y a un processus mis en place pour suivre les personnes guéries lorsqu'on les libère, par exemple, des centres où ils étaient entre-temps en interne pour le traitement? À ma connaissance, après leur exéa, comme on le dit dans le jargon médical, je ne pense pas qu'il y ait un suivi à domicile qui a instauré. Bon, à ma connaissance, je n'ai pas cette information. Mais je pense qu'avant maintenant leur sortie du centre de prise en charge, il y a des conseils qui leur est donné pour ne pas retomber encore dans cette maladie. Comme quoi, par exemple? Le respect des gestes barrières. Parce que nous savons que la prévention est la meilleure arme que nous avons contre cette maladie à coronavirus. Donc, respectez les gestes barrières, les mesures de prévention pour ne pas que vous soyez encore dépisté. Pour le moment, nous ne savons pas que quelqu'un qui a déjà fait la maladie, est-ce que cette personne peut la refaire? Les études sont en cours. Les recherches sont en train d'être faites pour voir est-ce que cette maladie elle est immunisante ou pas. Donc, comme nous ne savons pas, respectons les gestes barrières. C'est important. C'est important. Alors, une personne qui est guérie, oui, on sait dans le quartier que justement, elle a été atteinte de la COVID-19. C'est un peu comme le VIH-Sida. La stigmatisation, justement, c'est comme si vous lisiez dans mes pensées. Alors, vous avez déjà écouté, entendu parler de ce genre de choses? Si oui, est-ce que vous pouvez nous donner des témoignages? La stigmatisation, elle est déjà là parce qu'au tout début de la pandémie, le suivi des contacts et des voyageurs se faisaient à domicile parce que c'était l'autoconfinement qui était recommandé. Et dès qu'il y a une équipe d'investigation du district d'origine qui vient chez vous à la maison, ou bien au cas où cette personne présenterait un signe suspect de COVID-19 et que l'équipe d'intervention rapide venait chez cette personne pour les dépistages habillés en combinaison, en épi complet, équipement de protection individuelle complet, ça crée déjà une panique dans le quartier.
Donc, les gens se disent que voilà, le monsieur là, il a déjà le Covid-19, il est venu pour nous tuer. Non, ça ne devrait pas se faire ça. L'équipe peut venir pour faire le prélèvement, mais qui vous a dit que le prélèvement est positif? Voilà, parce que le secret médical est bien gardé, le nom des patients n'est pas à divulguer, mais peut-être ces alentours ou bien dans le quartier où les informations peuvent partir que oui, ils sont venus chez tel monsieur, alors sûrement qu'il aurait la maladie. Non, ça ne devait pas être comme ça. Le Covid-19, la maladie à coronavirus, nous devons la prendre comme une maladie, comme le paludisme, la grippe. Donc, c'est pas une maladie qui devait être stigmatisante. Vous pensez que le citoyen lambda le prend comme ça aujourd'hui? Il devrait. Il est obligé. On va toujours continuer notre discussion et cette fois-ci aborder le cas de la levée du couvre-feu. On l'a suivi tous le lundi dernier jusqu'à mardi, comme quoi la levée a été totale sur toute l'étendue du territoire national. Les villes débloquées. Bonne nouvelle. Bon, nous avons appris ensemble qu'il y a la levée du couvre-feu, mais certaines mesures de restriction restent d'actualité. La levée du couvre-feu, parce que les mesures restrictives telles que le couvre-feu avaient été prises par le gouvernement pour freiner la maladie et de donner le temps à notre système de santé de mieux se préparer pour pouvoir prendre en charge les cas de Covid-19 au cas où on aurait une grande affluence, parce que l'OMS avait dit que l'Afrique doit s'attendre au pire. Donc nous tous, au tout début, nous pensions que non, que l'Afrique allait être une hécatombe. Exact. Voilà, mais cela n'a pas été le cas. Donc le couvre-feu avait été instauré et puis le bouclage des villes pour donner la chance au système de santé de mieux s'apprêter à affronter cette épidémie. Mais aujourd'hui, comparé au début de l'épidémie, nous voyons que nous avons beaucoup plus de tests pour le dépistage et nous avons aussi le gouvernement s'est ravitaillé en équipement de protection individuelle et que nous avons également des centres de prise en charge qui sont installés un peu partout sur toute l'étendue du territoire. Donc l'état d'urgence ayant été décrété depuis le 1er avril, je pense, exactement. Bientôt pour 3 mois. Oui. Et on se dit qu'avec la stabilisation des cas que nous avons ces derniers jours, ces mesures peuvent être levées. Mais cela ne veut pas dire que non, la levée du couvre-feu veut dire que c'est la fin de la pandémie. Non, la pandémie continue et que nous devons... le couvre-feu est levé, mais cela peut nous être bénéfique que si nous respectons les mesures barrières qui nous sont imposées. Alors le couvre-feu, on en parle encore et toujours. Oui, il a été imposé entre-temps. Vous pensez, vous qui êtes dans le domaine médical, que ça a servi? Il y a eu un réel impact quand il y a eu ce couvre-feu par rapport à la propagation ou l'évolution de la maladie sur le territoire national? Oui, le couvre-feu, c'était d'abord dans le Grand Lomé. Dans le Grand Lomé, justement. Puis Tchaoudjo. Exactement. Voilà, c'était pas étendu à tout. Au Grand Nord, c'est le Sokone et puis le Grand Lomé. Le Grand Lomé. Mais nous avons vu qu'au tout début, ça a eu un impact positif sur les cas parce qu'en temps, nous avons eu une flambée avec l'arrivée des voyageurs. Ça s'est stabilisé avec l'instauration du couvre-feu et de certaines mesures. Mais c'est le déconfinement de certaines grandes villes des pays voisins qui a fait reflamber cette courbe des cas confirmés. Donc, avec le couvre-feu qui a été réaménagé au tout début, nous avons vu qu'il y a une tendance à la stabilisation et nous avons vu que c'est grâce au courage de nos frères médecins qui sont au front et que nous saluons. Voilà. Alors, justement, on va parler du personnel soignant de façon globale. Quand vous voyez les actions entremises sur le terrain, quel est votre avis là-dessus? Dans quel domaine? Oui, leur lutte contre le Covid-19, ils sont sollicités pratiquement tous les jours. C'est vrai, ils sont sollicités tous les jours. Ce n'est pas tout le personnel que nous avons mobilisé, ou bien on les a mobilisés, mais chacun dans son domaine donné.
Donc, ceux qui sont au niveau des centres de prise en charge, c'est eux qui sont beaucoup plus sollicités parce qu'ils sont au chevet de ces patients. Il y a d'autres aussi qui sont là pour le suivi des contacts qui sont dans les hôtels et d'autres également qui sont là pour les investigations et la recherche également dans les conseils. Dans le conseil et la sensibilisation, ou bien dans les formations. Exactement. Voilà, donc chacun a un domaine défini pour le travail. Les actions sont entreprises de part et d'autre. On reconnaît que ce n'est pas du tout un travail facile pour eux, parce que là, ça devient pratiquement une guerre contre laquelle, justement, il va falloir avoir tous les moyens et surtout arriver à bout de cette pandémie, même si, comme vous l'aviez dit au début, il va falloir s'y habituer au jour le jour. C'est ça. D'accord. On va continuer notre entretien. On va toujours parler de la levée du couvre-feu. Est-ce que ce n'est pas un synonyme de plus de responsabilité, justement, à l'endroit des populations au jour le jour? Vous avez tout dit. Donc, c'est plus de responsabilité. Si nous voulons que la levée nous soit bénéfique, conservons les gestes barrières et les mesures d'hygiène individuelles qui nous a été recommandées dès le début de cette pandémie par le gouvernement. En tout cas, beaucoup, on pourrait dire, d'actions entreprises par le gouvernement togolais pour accompagner justement la population. Le port de masque, on va en parler, les bavettes. Est-ce qu'il n'est pas temps que le gouvernement mette à disposition de la population une certaine distribution gratuite pour permettre à tout le monde d'en avoir? Le gouvernement en fait déjà beaucoup. Le gouvernement en fait beaucoup, à mon avis. D'accord. Parce qu'avec cet avènement, il y a eu une flambée des prix des masques sur le marché. Et les patients même qui sont confirmés COVID-19+, et qui sont pris en charge dans les différents centres, ils ne paient rien pour leur prise en charge. Donc, si quelqu'un ne paie pas, ça veut dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui est en train de payer. Et ça, c'est l'État qui paie pour la prise en charge de tous ces patients, tous ces contacts qu'on a hébergés dans les hôtels pour leur alimentation, tout ça là. Je pense que ça aussi, ça génère un coût pour le gouvernement. Pour le port des bavettes, on a rendu la distribution des bavettes pour certaines formations sanitaires publiques pour la protection du personnel et de certains équipements de protection et intrants, les solutions hydroalcooliques et consorts. Le gouvernement a encore entrepris certaines mesures pour diminuer le prix de certaines bavettes pour que cela soit accessible aux citoyens lambda. Et il a également aussi encouragé certaines initiatives privées pour la fabrication des masques locaux, les masques artisanaux, qui doivent être aussi accessibles aux citoyens lambda. Je pense qu'il y a certaines sociétés, à travers la société d'assurance INAM, qui s'est lancée dans la fabrication et de la vente de certains masques qui sont disponibles. Donc, je pense que en tant que citoyens, nous pouvons aussi faire l'effort d'acquérir ces masques pour notre propre protection. N'attendons pas qu'on vienne nous donner avant qu'on ne nous protège. Ah, voilà qui est dit. Par rapport justement à cette levée de couvre-feu, vous l'aviez dit, c'est une question de responsabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, même si les restaurants, les bars ne sont pas officiellement, on peut dire, en train de marcher. Mais ce qui est sûr, il y aura encore beaucoup d'attroupements ou soit de sorties la nuit. Alors, à ce niveau-là, comment est-ce que vous comptez, comment est-ce qu'on doit vraiment faire face à de telles situations, sachant que vraiment, il n'y a plus de couvre-feu, on peut rentrer à la maison quand on veut? Je pense que le couvre-feu a été levé. Le bouclage des villes également a été levé, mais certaines mesures restent d'actualité, comme vous l'avez dit. Oui. Les bars, les restaurants, les discothèques ne sont pas actuellement autorisés à ouvrir. Donc, je pense qu'eux aussi, ils doivent respecter ces mesures. Ils doivent respecter qu'on dise qu'ils ne sont pas encore ouverts pour limiter les attroupements autour de ces bars. Et même si on prévoit les ouvrir dans les prochaines semaines, il va falloir dès maintenant qu'ils pensent à comment il faut faire pour pouvoir réouvrir les bars. J'ai un bar, je vois qu'avant, il n'y avait pas de dispositif de lavage des mains devant mon bar, ou bien c'était 5 mètres carrés où je entassais les chaises. Non, c'est à eux de revoir également. Je n'ai pas assez d'espace. Comment je vais disposer mes clients pour qu'ils soient protégés en venant chez moi?
Donc, c'est cette réflexion qu'ils doivent mener et peut-être dans les semaines à venir, si peut-être ils soumettent cela à l'autorité requise, on peut les autoriser à ouvrir leur bar et puis les discothèques. Ah oui, là, le constat, c'est qu'il y a un gros manque à gagner financier de ce côté-là, parce que comme vous le dites, vous réduisez votre espace, vous respectez forcément la distanciation sociale. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir 30 clients, vous êtes obligé d'en avoir 15, peut-être 10. Ouais. Il faut qu'en allant chez vous, je puisse me dire que non, en allant chez tel bistrot, oui, bien, voilà. Oui, voilà. Il faut se dire que non, je peux venir consommer et repartir chez moi en toute quiétude. En toute sécurité. En toute sécurité, c'est important. Et je pense que si ça se dit aussi un peu partout que non, telle personne, quand vous allez chez elle, les mesures sont respectées, la table est bien disposée, le serveur, il est en masque et il a même une visière pour servir et tout ça là, ça va faire votre publicité et puis vous aurez peut-être davantage de clients. Voilà même s'il faut échelonner les visites, peut-être dire qu'il faut faire des réservations, voilà. Donc, c'est de nouvelles tactiques qui vont être instaurées dans le business. Ce qui n'est pas du tout évident, même si c'est vrai, l'homme est capable de s'adapter à toutes les situations. Voilà, c'est ce que le docteur Pamayo Awili est en train de vous recommander. Nous sommes de retour dans le studio Messa Niamey. Vous écoutez justement Radio Sport FM. Merci de nous choisir justement à l'heure de cette émission relative à la pandémie, au coronavirus. Justement, on va parler d'autres aspects de notre entretien avec notre invité. Il s'agit du docteur Pamayo Awili, responsable du CMS d'Idjoli. Alors, docteur Pamayo, on va s'intéresser à ces mesures barrières. On en a parlé tout à l'heure des bavettes. On va parler de la qualité de ces bavettes, là aussi, qui pose un réel problème sur le terrain. C'est vrai, il faut en avoir, mais aussi, il faut prendre soin quand même d'avoir des bavettes ou des cache-nez de qualité. Exactement. Ok, nous avons différents types de bavettes sur le marché. Et nous avons les bavettes de confection artisanale en tissu, les bavettes chirurgicales, et les bavettes N95 et les bavettes de type FFP2. Donc, ces différents types de bavettes ont des capacités de filtration différentes. Donc, ce qui est recommandé pour la population, c'est qu'ils peuvent porter les masques chirurgicaux et les masques de production artisanale. Donc, ce qui est recommandé à la population lambda. Maintenant, pour le personnel de santé a l'habilité de porter les masques chirurgicaux, les masques N95 et les FFP2. Mais ceux qui sont au front, ceux qui sont au niveau des centres de prise en charge, également, il y a différents secteurs d'activité, de différentes zones. Donc, en fonction de la zone, il y a l'équipement qui est recommandé. Dans le N95 et puis le FFP2, ce sont les masques qui sont recommandés quand on veut effectuer un prélèvement ou bien quand on est en charge d'un patient testé COVID positif. Voilà, et justement, parlons de ces bavettes artisanales. On parle de la population puisqu'elle est beaucoup plus concernée. Alors, à ce niveau-là, c'est vrai qu'il y a un problème accru de difficultés financières qui existe au jour le jour. Et là, les bavettes, il y en a malheureusement qui ne sont pas bien protégées, qui ne sont pas, je peux dire, propres. À ce niveau-là, quel message vous avez à l'endroit de ces populations? Je ne pense pas qu'ils acquièrent les bavettes dans cet état. Peut-être c'est le port prolongé ou bien le mauvais port de ces bavettes qui entraîne que ces bavettes sont entre-temps sales, comme vous l'avez dit. C'est qu'il faut en prendre soin également. Les bavettes, le masque chirurgical est recommandé à être changé toutes les 3 à 4 heures de temps. Maintenant, pour le masque artisanal, il est recommandé d'en avoir 2. Et dès que l'un est sale, on le trempe pour le laver. On peut quand même porter le second pour mener ses activités en attendant de le laver. Et le lavage aussi doit se faire de façon adéquate pour éviter que dès qu'on presse trop, les fibres du tissu ne se distendent pas et qu'il y ait des petites failles pour laisser passer le virus.
Donc, le lavage est différent. Ça ne se fait pas comme nous lavons les habits. Vous préparez une solution mousseuse avec du savon et puis de l'eau. Vous laissez tremper la bavette artisanale là-dedans pendant 10 à 15 minutes et vous procédez au lavage de façon superficielle, légère. Là où il y a des taches, D'accord. vous frottez légèrement et maintenant vous ne tordez pas pour laisser passer l'eau, mais vous effectuez des pressions. Voilà, pour ne pas trop abîmer la bavette. Et vous séchez au soleil. Et après, vous pouvez quand même passer un coup de fer à repasser là-dessus avant de le porter. C'est très important. Lorsqu'on est seul, est-ce qu'il est recommandé de porter des bavettes? Non, lorsqu'on est seul, on voit que le risque n'est pas élevé. Donc, ça ne sert pas de porter une bavette. C'est quand vous allez dans un milieu où il y a du monde, même s'il y a une deuxième personne à côté de vous, il y a lieu de se protéger avec ces bavettes, même si vous êtes assis à plus de 1 mètre l'un de l'autre. Je suis sur ma moto seul, je suis obligé de porter une bavette. Vous êtes sur la moto seul, vous portez la bavette parce que vous pouvez avoir, vous êtes seul, vous ne savez pas où une gouttelette peut survenir. On a dit que le coronavirus ne se transmet pas, la transmission n'est pas aérienne parce que le poids moléculaire du virus est tellement bas qu'il ne peut pas être propulsé au-delà de 1 mètre. Mais en cas de vent, nous sommes dans une saison pluvieuse, en cas de vent, si quelqu'un tousse et entre-temps cette gouttelette est propulsée avec un fort vent, vous risquez de l'avoir sur vous. Donc pour plus de prudence, même à moto, portez votre bavette. Mais quelqu'un qui est dans une voiture, elle est seule dans la voiture. Je ne vois pas pourquoi elle va porter une bavette. Mais quand on sort, il y a quand même de ces cas que l'on rencontre. On va continuer notre discussion. Il y a également cette information comme quoi, lorsque le virus est apparu justement en Europe, c'était en période pratiquement d'hiver et donc ça a franchement pris beaucoup de personnes, surtout les personnes âgées. En Afrique, notamment au Togo, c'est la période des pluies. Doit-on s'inquiéter ou qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus concrètement? C'est la période des pluies. Fraîcheur. La fraîcheur, elle est là. On ne sait pas comment le virus va se comporter parce que c'est la première fois que nous découvrons ce virus. Donc, on attend, on est armé avec les mesures barrières et on verra comment ça va se passer. Personne ne sait comment le virus va se comporter parce qu'il n'a pas fini de nous dire de nous montrer toutes ses facettes. Ah oui, il se fait désirer apparemment ce fichu virus. À part les bavettes, on va parler d'un autre système, d'autres mesures barrières. Il s'agit du lavage des mains. Oui, on n'en avait pas l'habitude entre-temps, même si c'est vrai, pour certains, on doit laver les mains quand on veut manger ou bien lorsqu'on rentre peut-être d'une activité sportive. Mais là, aujourd'hui, on est obligé, parce que ça devient une habitude, de se laver les mains pratiquement 2 ou 3, 4 fois, 5 fois par jour. On se lave les mains régulièrement parce qu'on ne sait pas, peut-être on a touché par mégarde la serrure d'une porte, on est assis sur une chaise où quelqu'un peut-être venait de se lever, ou bien on a pris un bic, on a passé un bic de son collègue pour écrire, on ne sait pas par où le collègue était passé pour arriver. Donc, lavons-nous les mains pour limiter la transmission de ce virus. Il y a une expérience qui a été faite une fois où on a saupoudré une feuille de papier avec une poudre invisible. Et que c'est à travers les rayons infrarouges qu'on pouvait détecter la présence de la poudre. Et on a demandé à certains agents de passer signer sur cette feuille. Et après, ils ont remarqué que quand on faisait passer l'infrarouge sur la main de chacun, on voyait qu'il y avait cette poudre sur leur main et parfois ça se retrouvait même sur les visages. Et même ils étaient étonnés de voir que le seul geste qui a été fait en signant le papier a fait propulser cette poudre sur leur visage. C'est ça comme un peu, avec le coronavirus, c'est la même chose. On ne sait pas, le virus est invisible, on ne le voit pas. On est assis sur cette table, je ne sais pas si quelqu'un aurait toussé ou bien aurait envoyé le doigt dans les narines en temps il a touché, on ne sait pas. D'où la nécessité également de désinfecter certaines surfaces
régulièrement. En tout cas, on a l'habitude de le faire ici, en ce qui concerne nos micros et casques. Alors, on va parler d'une autre mesure. Il s'agit de la distanciation sociale. On va beaucoup plus se focaliser sur le cas des transports. Oui, là aussi, il y a un problème qui se pose. Il y a certains conducteurs ou chauffeurs, parlons beaucoup plus de chauffeurs, qui ne sont pas d'accord à mettre deux personnes derrière en respectant la distance, une seule personne devant, mais là, c'est 4 derrière, en exigeant qu'ils aient les bavettes, et puis 2 devant, plus le chauffeur. En tout, l'image, elle est claire. Pour 5 places, on a 7 personnes. 7 personnes, comme dans le temps. Ah. Je pense qu'on doit les amener à accepter le fait qu'ils doivent réduire le nombre de passagers dans leur véhicule. Quand vous dites on, c'est le gouvernement ou quoi? Nous tous. Okay. Même si je veux prendre un taxi et je vois que non, il a pris 4 passagers derrière, je suis à mesure de lui dire non, monsieur, c'est pas ce qui est recommandé et je l'explique. Je l'amène à comprendre pourquoi c'est pas bon. Et si je suis pas d'accord, je laisse partir le chauffeur. Je dois le convaincre pour qu'il puisse accepter. On sait que c'est vrai que ça réduit un peu leur activité, le gain, mais ils ont trouvé d'autres manières de faire flamber également le prix d'un transport pour pouvoir compenser le vide qui est occasionné par les autres personnes absentes lors du transport. Donc, c'est pas le gouvernement, c'est pas les médecins qui doivent sensibiliser. Vous, à votre tour également, vous voyez quelque chose qui n'est pas bien, gentiment, vous amenez la personne à ce qu'il comprenne qu'il est en tort, ce qu'il fait n'est pas bon et c'est nuisible pour lui-même et puis pour son entourage. Et comme ça, nous pouvons essayer d'endiguer cette maladie. La pandémie à coronavirus ne connaît pas de riches, ni de pauvres, ni de personnes âgées, adultes ou enfants. Parlons des cas des enfants. Il semble qu'il y a également de ces cas-là enregistrés au niveau des décès. Est-ce que vous en savez des choses? Les enfants sont des personnes également contaminées, exposées à cette pandémie-là? Oui, la maladie à coronavirus ne connaît pas l'âge. Voilà, il n'y a pas d'âge pour dire que non, c'est telle personne qui peut développer la maladie, telle personne non. Toute personne de tout âge peut être infectée par le coronavirus. Et que vous soyez femme, que vous soyez homme, vous pouvez être infecté de la même façon. Nous avons vu des cas d'enfants. Malheureusement, on a enregistré 4 décès liés des enfants suite à ce coronavirus. Mais on a vu également que ces enfants la majorité des décès présentaient des comorbidités. Donc, infection à coronavirus plus comorbidité, ça donne des cas graves de la maladie et ce qui malheureusement les aurait emportés. Donc, soyons conscients, le coronavirus n'a pas d'âge. Que vous soyez bébé, que vous soyez enfant, adulte, personne âgée, femme enceinte, vous pouvez contacter la maladie. Il y a également un cas réel qu'on rencontre sur le terrain, notamment au niveau des marchés, dans le Grand Lomé. Lorsque vous voulez avoir accès au marché, vous n'avez pas de bavette, vous ne rentrez pas. Ça, c'est de 1. Et puis de 2, vous êtes exigé un lavage de mains systématique avant de pouvoir avoir accès justement à ce site-là. Le gouvernement aujourd'hui, en levant le couvre-feu, a permis, demande à tout le monde de façon obligatoire le port des masques ou des bavettes. Comment est-ce qu'on peut arriver à maîtriser, à contrôler cela? Le port de bavette est devenu obligatoire depuis le 9 juin passé. Je pense qu'il y a déjà une équipe des forces armées anti-Covid, voilà, qui a été mise en place et qu'on voyait un peu partout, sillonner même certaines ruelles du marché pour pouvoir amener aussi bien les vendeurs, les bonnes dames et puis les clients à pouvoir respecter le port de ces bavettes. Donc maintenant que ça a été rendu obligatoire, je pense que la même action sera menée et puis c'est toujours amener les gens à le faire. Voilà. Vous pensez que... qu'est-ce qui, selon vous, explique le fait qu'il y a toujours des brebis galeuses, des personnes qui refusent de respecter justement tout ce qu'on demande de faire pour arriver à bout de cette pandémie? Je dirais que c'est peut-être la mauvaise volonté.
la mauvaise volonté, la mauvaise foi, ou bien ils n'ont pas compris, ou bien ils sont encore comme on le dit, des saint Thomas. Ils veulent voir avant de croire que la pandémie existe vraiment. Donc, je ne peux pas dire ce qui les amène à ne pas respecter ces mesures. On va évoquer, docteur Pamayo Awili, l'instauration d'un site au niveau de la préfecture de la CARA, l'Institut national d'hygiène, pour pouvoir... De la COSA, pardon, justement. Oui, vous êtes natif justement du milieu. Alors, dites-nous, avoir instauré un tel site pour accompagner la lutte anti-Covid, quel est votre avis là-dessus? C'est louable, c'est une stratégie louable parce que tous les prélèvements qui sont effectués au niveau de la région septentrionale sont acheminés tous les jours au niveau de l'Institut national d'hygiène pour être examinés. Donc l'installation de ce laboratoire au niveau du CHU CARA va permettre de désengorger un peu l'Institut national d'hygiène de Lomé et que nous pouvons avoir également les tests, les résultats un peu plus rapides. Voilà, pour pouvoir rechercher rapidement les contacts, pour ne pas les laisser trop éparpillés dans la nature et que nous devons les rechercher activement. Donc, c'est une stratégie louable. Ça montre à suffisance que le gouvernement, met les moyens qu'il faut pour pouvoir... juguler un tant soit peu. Vous aviez dit en début de discussion, de conversation, comme quoi il va falloir faire avec cette maladie. On n'est pas au bout de nos surprises, c'est ça? En santé publique, on nous dit que quand on déclare la fin d'une épidémie, si on a 0 cas par jour, et ce, de façon régulière jusqu'à 30 jours. Si on n'a pas de cas confirmés, tous les jours, pendant 30 jours, on peut déclarer que l'épidémie est terminée dans un pays ou dans une zone. Mais nous voyons que depuis là, c'est la stabilisation qui est là, mais nous notons quand même des cas tous les jours. Ce n'est pas aussi alarmant qu'au tout début ou bien lors du déconfinement de certains pays. On se demande à quand ça va finir. Est-ce que ça va finir d'ici tôt? N'oublions pas que ça fait déjà 3 mois que cela dure. Est-ce que nous allons continuer à vivre avec ces restrictions qui sont sévères? Et n'oublions pas que l'économie également en prend un coup. Jusqu'à quand cela va durer? Est-ce que nous ne devons pas lever ces mesures restrictives et mettre l'accent sur la prévention, continuer le dépistage pour que ça puisse aller? Je pense que c'est dans cette lancée que le gouvernement a jugé bon la levée de certaines mesures pour que nous puissions continuer de mener, de commencer nos activités comme nous le faisions pour que nous puissions booster également l'économie. N'oublions pas que certaines activités, eux, comme vous le dites, les travailleurs des bars, des discothèques, eux, carrément, on avait limité leur activité, mais eux, ils vivent également de ça. Ils vivent de ça, quand bien même qu'il y a un programme d'aide sociale qui a été instauré, mais cela ne sera pas de façon indéfinie. Tout a une fin. Et ce n'est pas tout le monde également qui est concerné par ce programme. Alors, on va évoquer le cas des élèves étudiants, parce que là aussi, c'est un secteur qui est bloqué depuis l'apparition de cette pandémie au Togo. Sous peu, on va peut-être reprendre avec les élèves et collégiens, ceux qui sont souvent au niveau des classes d'examen. Là aussi, il y a un sacré défi à relever. Oui, un sacré défi. Les enseignants, les proviseurs, les directeurs des écoles ont été convoqués le 2 juin dernier à faire une pré-rentrée à leur niveau et voir aussi dans quelle mesure, quelles sont les dispositions à prendre pour ne pas que dès qu'on va demander la reprise, on va déclarer la reprise des classes, que les élèves viennent sans bavette, qu'il n'y ait pas de dispositif de lavage des mains. Non, comme je le disais aussi pour les bars, il y a des dispositions à prendre pour que cette reprise soit effective, notamment la limitation du nombre d'élèves par classe. Nous savons que dans les écoles publiques, nous pouvons aller retrouver une classe avec 70 élèves, tout ça là, alors qu'on demande que les rassemblements de plus de 15 personnes sont interdits. Donc, il faut le réaménagement de ces salles de classe pour qu'on puisse avoir 15 élèves avec l'enseignant ou bien le professeur. Donc, toutes les discussions sont en cours
et on verra ce que ça va donner dans les jours à venir. Ah oui, alors là, ça reste encore un autre challenge pour le gouvernement togolais, parce que là, franchement, il y a les cas des bavettes, de la distanciation sociale, des dispositifs de lavage de mains, tout ça. Quelque part, les responsabilités des professeurs, enseignants et puis des élèves également sont engagées. Oui, parce que si on met en place ces mesures, il faudrait les respecter. Devant chaque classe, moi je pense que devant chaque classe peut-être ou bien dans la cour, on devait avoir un dispositif de lavage des mains. Je ne sais pas comment sont structurées les classes ou bien dans les écoles publiques, nous voyons que c'est une grande cour qui est là. Exact. Donc on peut se permettre de mettre un dispositif de lavage des mains devant chaque classe et qu'avant l'accès, vous mettez vos bavettes et que vous lavez les mains systématiquement avant l'entrée ou bien à la sortie en allant à la récréation. Un autre point de vue, on se demande également pour la récréation, comment faire pour que les enfants ne puissent pas s'amuser dans la cour de l'école sans se toucher, sans partager leur repas ensemble ou bien sans discuter. Voilà, wow. Donc il faut réfléchir à tout cela avant de décider que voilà, les cours reprennent tel jour. En tout cas, beaucoup de courage à tous ceux qui vont être sollicités justement pour ce travail titanesque qui les attend dans les heures, voire les jours à venir en ce qui concerne la reprise des classes. Alors, Dr Pamayo Awili, on s'achemine progressivement vers la fin de notre émission. Alors, dites-nous aujourd'hui, au niveau de votre centre, de façon générale, comment ça se passe ? De façon générale, nous continuons à mener nos activités de consultation, de vaccination et d'accouchement parce que c'est un centre médical social. Les patients continuent de venir, surtout avec la saison pluvieuse qui commence où on rentre également dans la période de paludisme. Oui. Nous serons tout le temps sollicités. Donc, je leur demande seulement de ne pas avoir peur de fréquenter les centres de santé. Nous sommes là pour eux, qui peuvent venir nous visiter tout en respectant les gestes barrières. Le port de masque, le lavage des mains. Nous allons procéder au tri des patients avant de les orienter vers les salles de consultation et que c'est le protocole pour qu'ils soient en bonne santé en quittant notre centre de santé. Un patient, par exemple, qui arrive tout fiévreux, qui tremblote, vous le faites toujours respecter également ce tri ou bien les cas urgents, vous les gérez autrement? Les cas urgents aussi ont un autocircuit. D'accord. Voilà, un autocircuit. Mais le personnel aussi, dès qu'il vient le matin, lui aussi il est soumis à ce processus. Il doit porter les bavettes avant de rentrer. Il lave les mains, on le flash avant qu'il ne commence. Pendant ce temps, il est en train de trembler, de faire une crise. Non, je ne parle pas du patient qui fait la crise. Lui aussi, il a un autocircuit. Le personnel de santé même qui vient travailler le matin. Voilà, vos collaborateurs. Aussi, voilà, okay. Ils sont soumis à ce passage avant de commencer le travail. Dans certains pays, vous qui êtes personnel soignant lorsque vous arrivez, il y a certains qui ont tout simplement décidé de vivre de côté, sans être en contact avec leur famille. Bon, ça dépend. Chacun a sa façon de voir les choses. Alors, vous avez quelque chose d'autre à partager avec nous avant votre mot de conclusion, Dr Pamayo Awili? La levée, c'est un appel encore que je lance. Oui. Toujours, la levée du couvre-feu ne veut pas dire fin de la pandémie. Respectons les mesures individuelles et puis nous verrons que dans les jours à venir, les cas diminueront. On ne sait jamais. Voilà. Votre conclusion finalement, ça va la deuxième fois que vous venez chez nous? La deuxième fois, La deuxième fois, voilà. D'accord. Coronavirus, c'est une réalité. S'il y a encore des symptômes qui sont là, les bulles galeuses, c'est une réalité, c'est pas du bluff. Respectons les mesures barrières et en cas d'apparition d'un signe, restez chez vous, appelez, contactez le 111 ou bien le numéro de l'équipe d'intervention rapide de votre district d'origine et il viendra faire le prélèvement pour vous. Merci. Merci beaucoup, Dr Pamayo Awili, de s'être apprêté à cet exercice-là. Je vous en prie. Merci d'être passé nous voir. Merci également à Anas PM pour la mise en onde de cette émission. Et l'homme à devant, mille merci. Alors, on va se dire encore une fois, respectons, soyons disciplinés justement en ce qui concerne les mesures barrières contre le Covid-19. D'ici là, portez-vous bien. Je suis Angelo Folikwe. Take care.